Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour, c'est Cécile de Normandie, la déléguée générale d'entreprise pour l'environnement qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour voir si les entreprises françaises maintiennent leurs engagements malgré le backlash. D'abord, je reçois dans une minute Samira Boussem, responsable ESG chez Flexstone Partners, acteur international du private equity. On parle de l'évolution de l'investissement responsable. Est-ce vraiment un levier de création de valeur? Réponse tout de suite. Et puis notre débat, il portera sur les normes européennes en matière d'objets importés, censés respecter la même exigence que les produits fabriqués sur notre continent. On parlera notamment d'ameublement, secteur confronté à la fast déco venue d'Asie. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée aux startups, la bonne idée du jour, elle est signée Fier, marque française de produits alimentaires qui emploie des personnes en situation de handicap. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Samira Boussem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable ESG chez Flexstone Partners, que vous allez nous présenter en quelques minutes. Tout à fait. Donc Flexstone Partners fait partie de la galaxie Natixis Investment Managers. C'est un gérant de fonds dans le capital investissement avec à peu près 12,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion et conseil. C'est 67 personnes basées à Paris, New York, Singapour et Genève. On est donc globaux, mais avec une expertise locale. On est un spécialiste du small mid-cap, avec une ADN assez simple, sélectionner de manière rigoureuse et disciplinée les meilleurs gérants qui ont la capacité de créer de la valeur opérationnelle. C'est quoi le small mid-cap? Petite et moyenne capitalisation, PME, TI. Okay. C'est là où finalement on est vraiment proche de l'économie réelle. Et toute notre approche responsable fait sens, puisqu'on va les sélectionner des gérants, comme je viens de le dire, qui ont la capacité et la volonté d'accompagner les sociétés, ces petites sociétés, dans leur transformation et donc dans leur transformation responsable. Et ça, c'est clé pour nous et c'est sur sur quoi on travaille. Ouais, avec évidemment toutes les questions autour de l'efficacité, de la rentabilité et de ces mots, ces acronymes RSE, ESG. Est-ce qu'on sait encore ce que ça veut dire aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en septembre de chaque année, à Genève, il y a un peu la grande messe de Building Bridge, où se réunissent les ONG, tout le monde autour de la finance durable. Et John Kerry, l'ex-secrétaire général des États-Unis, est arrivé pour des panels. Et en fait, il a utilisé des termes très intéressants. Au lieu de dire ESG, il a dit arrêtons avec l'ESG et parlons d'efficiency, security and growth. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tous ces acronymes, il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir des acronymes spécifiques pour ces sujets, puisque finalement, ce sont des sujets réels, des sociétés, et sans revoir ces sujets ou sans travailler dessus, on n'arrivera à rien. Ouais. Et d'une certaine façon stratégique et transversaux, c'est ce que je comprends aussi, quoi. Ça fait partie du day-to-day, du business as usual, si je puis me permettre ces termes. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on regarde une société, quand on veut accompagner des gérants, puisqu'on est en fonds de fonds, donc ces gérants-là investissent dans des participations, ils vont créer de la valeur opérationnelle. Cette valeur opérationnelle, elle ne peut pas être dissociée entre je vais chercher de la croissance et puis non, je vais aller travailler sur les employés, sur des sujets sociaux, sur des sujets d'efficience énergétique, par exemple. Donc, ça fait partie, finalement, de cette création de valeur opérationnelle. Votre stratégie d'investissement responsable, comment vous la définissez? Alors, on la définit plutôt... On n'est pas en train de chercher... Donc, on investit au travers de gérants. On fait du fonds de fonds, donc on n'investit pas en direct dans les participations. Donc, nous, on veut vraiment sélectionner des gérants qui ont cette capacité et la volonté de travailler avec leur participation. Donc, concrètement, ça veut dire qu'ils investissent dans leur participation et ils vont les accompagner. Ils ont une réelle exécution, finalement, d'aller mettre en place des plans d'action. Et donc, quand on analyse ces plans d'action, on regarde vraiment de quoi on parle concrètement et quels sont finalement les moyens déployés. Et ça, c'est important. Donc, on est plus dans une approche de transformation, d'accompagnement et on ne cherche pas forcément des gérants qui sont déjà en place sur ces sujets. On est aussi là pour accompagner parce que pour nous, ce qui est important, c'est aussi la trajectoire. C'est pas juste le moment, comment on est à aujourd'hui, c'est quelle est la trajectoire, la volonté et la conviction. Ouais, et alors ça répond en partie à la question que je vais vous poser maintenant sur le backlash, sur le retour de bâton. On est quand même dans une période
particulière aux États-Unis, en Europe. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que justement il y a une trajectoire qui ne s'infléchit pas? Alors, effectivement, il y a eu tous ces sujets, le Mmh. SG backlash. Alors, je ne sais pas si vous visualisez la hype cycle de Gardner, qui est Rien en du fait tout. Je ne sais pas du qui tout est de une quoi vous courbe nous parlez. assez intéressante, qui Mmh. finalement, qui a rien à voir avec le SG, mais qui est Mmh. utilisée pour un peu définir les étapes des nouvelles d'innovation. Donc, on a toujours l'engouement, Ouais. un pic, Mmh. et puis des illusions, et ensuite un plateau. Et D'accord. ben, on peut l'utiliser sur l'investissement durable. On a exactement les mêmes phases. Donc c'est vrai qu'au début, on a eu un engouement, on a eu un peu beaucoup de marketing, on a mis énormément de choses sur les épaules de l'ESG. Sauver la planète, je pense qu'on Ouais. était un peu Ambitieux. exactement, Mmh. merci, un peu beaucoup ambitieux. Et Ouais. puis surtout, enfin, faut pas se voiler la face. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on cherche avec l'ESG. Donc en fait, on a mis énormément de choses sur les épaules de l'ESG. Donc on arrive aujourd'hui enfin finalement, ce qui se passe aujourd'hui peut être vu comme mérité. Et je pense que voilà, c'est cet ESG backlash dont on parle Mmh. aujourd'hui, bah, on sait pourquoi il est là. Maintenant, je pense que ce qui est important de se dire, Ouais. c'est qu'au final, oui, il y a il y a tout ce bruit autour, mais pour moi, c'est une opportunité. Une opportunité de remettre l'église au milieu du village, Mmh. de repositionner finalement qu'est-ce qu'on veut, de quoi on parle exactement. Et il y a eu un article récemment de François Guem, qui est professeur à HEC et Ouais. surtout qui est le co-auteur du 6e rapport du GIEC, qui dit la fin de l'ISJ backlash. Pourquoi il dit ça? Il dit ça par rapport au François contexte. Gemène, c'est ça? Oui, exactement, pardon. Mmh. François Gemène qui dit, je ne sais pas si vous l'avez vu dans Mmh. les Échos, et qui dit à juste titre, finalement, aujourd'hui, on a parlé de cette transition autour du climat et on ne l'a pas positionné là où on aurait dû le positionner. Quand on parle, par exemple, de souveraineté, c'est pas juste la souveraineté Mmh. énergétique, on le voit aujourd'hui avec le contexte géopolitique. Tout ce qui est en train de se passer, le prix du gaz, le prix du pétrole qui augmente de plus de 20-30%, ça a un impact sur l'économie. Donc si on repositionne ces sujets-là lié à l'économie et à ce qu'on veut en faire, je pense que finalement, l'ISJ backlash, c'est peut-être sa fin, ou en tout cas, on est sur plutôt une direction positive à mon sens. Mmh. Oui, mais il y avait quand même le Net Zero Banking Alliance ou Alliance qui voit les banques américaines la quitter. Oui, c'est vrai. Là, c'est quand même quelque chose de très concret en termes de réduction des engagements en matière de finances responsables des grandes organisations Ouais. bancaires. Mais après, les investisseurs institutionnels, est-ce qu'ils se désengagent? Non. Est-ce que la Net Zero Asset Owners a Mmh. été impactée? Non. Elle a redéfini Mmh. récemment son cadre pour être plus pragmatique. Donc, je pense qu'on va plus vers des stratégies ou en tout cas des éléments plus pragmatiques. Donc, les investisseurs institutionnels n'ont pas fini avec leurs engagements. Ils sont peut-être plus pragmatiques. Et donc, voilà. Et pareil, récemment, il y a eu un article disant que des épargnants attaquaient des fonds de pension américains et canadiens parce qu'ils ne prenaient pas en compte le risque climatique. Donc, Ouais. on a de tout finalement dans le spectre. Ouais. Et maintenant, il faut trouver sa place. Mm. Et au contraire, peut-être qu'on va avoir maintenant une vision plus claire et réaliste Mm. de ce que l'on peut faire et de ce que l'on doit faire. Avec quand même cette espèce de palier, je trouve toujours ce chiffre, la finance durable, c'est 1% de la finance mondiale. Et on en reste là, ça bouge pas. Ça bouge pas parce que déjà, de quoi Mais on pourquoi? parle en fait? De quoi Mm. parlons-on? C'est 1%, c'est quoi? Et puis ça prend peut-être C'est du pas temps. beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on compte dedans dans ces 1%? Ouais. De quels fonds parle-t-on? Est-ce qu'on a toutes les données là-dessus? En tout cas, on sait qu'on a un besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai gap. Ça, il faut le reconnaître. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour creuser, pour justement ne plus creuser ce gap, en fait? Donc, il y a un vrai travail, je pense. Parce que vous êtes d'accord, pardon de vous interrompre, vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous détenez là un levier, le Oui. levier financier, qui est peut-être, enfin, moi je suis convaincu que c'est le plus efficace Bien sûr. en termes de transformation. Pourquoi on reste, il y a ce plafond de verre là des 1%. Je suis d'accord, il y a trop de définitions, c'est plus où sont les labels, Ouais. etc. Mais il n'empêche qu'on voit bien qu'il n'y a pas un mouvement mondial pour passer à 5 ou 10%. Donc c'est quoi? C'est moins rentable? C'est tout simplement pour ça? Je ne pense pas que ce soit moins rentable. En fait, déjà, comment on calcule cette rentabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on ne fait pas un focus trop sur ce côté rentable court terme Ouais. et qu'on ne regarde pas le côté rentable long terme? Donc déjà, posons-nous la question de quand on parle de rentabilité, est-ce qu'on regarde les bons indicateurs? Est-ce que finalement, toutes ces externalités négatives
aujourd'hui, finalement, une société, lorsqu'elle impacte de manière négative l'environnement, ça retombe sur son business à elle-même. Mhm. Donc, du coup, quand on parle de rentabilité, est-ce que ça, je l'intègre? Est-ce que, par exemple, quand je suis dans mon portefeuille et que j'ai plusieurs sociétés, j'ai une société qui va apporter des solutions autour du climat, est-ce que finalement, ça va pas être une opportunité pour une autre société que j'ai dans mon portefeuille qui va permettre d'améliorer ce Mhm. rendement? Donc, est-ce qu'on utilise les bons indicateurs? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce que, au final, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est plutôt justement ne plus avoir cet impact global sur l'économie. Aujourd'hui, on le voit, Ouais. il va y avoir un impact monstrueux par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur ce contexte géopolitique avec la hausse du pétrole, du gaz. Mhm. Et du coup, ça va se répercuter finalement sur l'économie, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait au final? Comment on mesure tout ça? Est-ce Mhm. qu'on n'est pas en train de simplifier finalement cette donnée et que du coup, on a effectivement une vision court-termiste comparée à une vision long-termiste? Mhm. Merci beaucoup, Samira Boussem. À bientôt sur Bismart for Merci à Change. On vous. passe tout de suite à notre débat. Attention à la phase déco. On parle de la fast déco dans ce débat avec Cathy Dufour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de l'ameublement français et François Calfon, bonjour. Bonjour. Heureux député du Parti Socialiste. Alors, je disais fast déco, de quoi on parle, tiens? C'est quoi la fast déco? Alors, Vous connaissez la fast fashion? c'est à peu près la même chose, mais Ouais. pour le monde de la décoration et du meuble, on va le retrouver sur les mêmes plateformes chinoises que sur la fast fashion. Oui. Chine, alors un peu moins depuis le scandale des poupées pédopornographiques, mais surtout beaucoup plus inquiétant, Temu, et puis d'autres plateformes qui sont en train d'arriver, type Joybuy, TikTok, etc. Mais nous, on va se concentrer principalement sur Temu. 17% des Français ont acheté au cours des 12 derniers mois au moins un produit d'ameublement ou de décoration sur cette plateforme à des prix défiant toute concurrence. Enfin, nous, on pense qu'il y a de la vente à perte quand on regarde les prix, avec des pratiques commerciales tout à fait douteuses et surtout des produits absolument non conformes à la réglementation européenne. Ça, on va y revenir. Sur le constat, sur cette déferlante, elle est, François Calfon, conjoncturelle, elle est beaucoup plus importante depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, c'est simple, elle est structurelle pour deux raisons. Elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle pour deux raisons. La première, c'est l'état de l'économie chinoise. Comme tout le monde sait que la Chine n'est pas une démocratie et qu'ils ont une masse de travailleurs, dans le temps on disait les travailleurs de l'intérieur qui viennent vers les côtes, pour maintenir le pacte social. Ça a toujours été le deal en Chine. C'est-à-dire, il n'y a pas la démocratie, mais on vous donne le bien-être économique. Eh bien, il faut donner du travail à tous ces gens-là. Et donc, ces plateformes qui n'ont rien de privé, en réalité, sont l'exutoire du fait qu'il n'y a plus de croissance en Chine et qu'il faut une paix sociale. Ils avaient parié sur une consommation intérieure qui allait progresser, elle progresse moins que prévu. Elle progresse moins que... Elle est même tout à fait déprimée. Et du coup, la question de la vente à perte est structurante, parce qu'en réalité, dans toutes les industries, dans l'automobile c'est pareil, dans toutes les industries, la Chine subventionne ses exportations. Pour des raisons, d'abord, on pense que c'est pour nous tuer. C'est pour nous tuer, mais d'abord, à court terme, pour maintenir un cadre social qui permet au Parti communiste chinois de rester sur ses bases. Et comme c'est l'atelier du monde, ils ont un excès de cash tellement considérable, les poches tellement profondes qu'ils peuvent se permettre de subventionner leur économie. Après, le deuxième aspect est plus économique, c'est qu'ils achètent de la part de marché en tuant leurs concurrents. Alors, c'est dans l'automobile, c'est dans les biens de consommation finaux, ça, c'est les plateformes. Et ensuite, bien sûr, il y a des monopoles. Et quand ils auront tué tout le monde, les prix remonteront. Je peux même donner une anecdote, on est en peu de temps, mais je suis allé voir chez nos amis de Seb Hoover la dernière usine d'aspirateurs en France, à Vernon, dans l'Eure, pas loin d'ici. Et maintenant, c'est même eux qui fournissent les machines, outils qui permettent, par exemple, la plasturgie au sein. Mais ça, en soi, ils savent le faire, tant mieux. Et encore une fois, ils les fournissent à des prix défiant toute concurrence. Et vous savez ce qu'ils ont inventé pour nous tuer ? Même pour la production locale, ils ont inventé une taxe à l'exportation de ces machines pour renforcer le coût de la production locale. Donc, profondeur et un parti communiste. Et le deuxième aspect, d'une phrase, parce que ça, il n'y aura pas besoin... Sinon, il n'y aura plus le temps pour... Non, il y aura pas besoin... Évidemment, il y a les tarifs de Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le débouché américain. Évidemment. Donc, c'est là où on a vu l'explosion de toutes ces plateformes en Europe comme seul débouché. Et on va voir quelle solution, c'était une phrase utile. Quelle solution on peut mettre en place. Mais on a vu, malheureusement, dans l'univers de la mode, du prêt-à-porter,
des enseignes françaises qui étaient là depuis très longtemps disparaître les unes après les autres. Est-ce qu'on en est là aussi pour les enseignes d'ameublement et de décoration? On n'en est pas là pour le monde de l'ameublement, fabrication et distribution, même si on est dans un climat qui est quand même très morose en Europe. Sur la fabrication française, en France, on a quand même aujourd'hui encore 37% de part de marché de la fabrication française de meubles sur ce qui est vendu en France. C'était le double il y a 25 ans. D'accord ? Donc, ce qui nous inquiète là aujourd'hui, en effet, c'est cette concurrence déloyale des plateformes chinoises qui cassent les prix, les référents prix du marché, qui ne payent pas la TVA, qui ne payent pas l'éco-contribution. Et donc, ce qui forcément, c'est encore plus simple d'être moins cher quand on ne respecte déjà pas ces deux obligations réglementaires, qu'on ne respecte pas les conditions de sécurité. Et il y a un tel phénomène d'accélération que ce qui nous inquiète, nous, c'est qu'on est en train de casser des référents prix du marché. Le consommateur va être de plus en plus perdu sur ce qui est la vraie valeur des choses. Bien sûr. Et donc, nos 37% de part de marché aujourd'hui, nous, on alerte aujourd'hui pour pas que ça devienne 15% dans 10 ans ou peut-être moins. Voilà. Alors, on va voir quel levier activer, effectivement, avec ce chiffre qui vient de la Commission européenne. Je me suis dit, mais c'est pas le bon chiffre. En 2024, sur 1 million de produits importés dans l'Union européenne, seulement 82 ont été contrôlés physiquement. Bah oui, c'est la Commission européenne qui donne ces chiffres, ils ne sont pas farfelus. C'est quand même un fiasco absolu. Comment ça s'explique? Déjà, les opérations de contrôle, c'est les États membres, ce n'est pas la Commission européenne. Ouais. Quand vous avez, moi j'ai rencontré la douane, ils ne peuvent pas le dire, moi je peux le dire à leur place, les agents de Bercy, à chaque fois qu'on fait des réserves de précaution, on tape dans les agents de la douane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 16 000 agents de la douane. Et la DGCCRF sur la conformité des produits, sécurité. Vous savez combien il y a d'agents en France pour 70 millions d'habitants? 3 500 agents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc il y a quand même des réponses. Il y a une incapacité physique à contrôler tous ces produits. La réponse, c'est bien sûr la data, l'intelligence artificielle, etc. On a une loi douanière qu'on a anticipée d'ailleurs, puisqu'on a mis en place de façon anticipée, alors que la loi n'est même pas prise, une taxe à 3 €, sur laquelle va s'ajouter 2 €. Alors attention, c'est pas par la commande, c'est par chaque catégorie de produits que vous commandez. Et quand on sait que le ticket moyen, alors c'est pas les meubles, c'est 2,60 € sur les plateformes, vous rajoutez quand même 5 €, c'est pas rien, ça fait 7,50 €, ça change totalement la nature. Et si vous, dans une même commande, il y a 3 catégories de produits, c'est 15 €, donc déjà, ça freine énormément les choses. Vous en voyez déjà les effets? Les effets, c'est que la France a anticipé par une loi sur la taxe à 3 € et qu'il n'y a plus d'importation en France, quasiment plus. On est passé de ça à ça, d'importation par les plateformes. Parce qu'elles sont allées, c'est pour ça qu'il faut une loi européenne, dans d'autres pays, et c'est les camions qui ramènent les commandes. Donc les effets, la taxe à 5 €, ils sont énormes. Deuxième chose, parce qu'on peut aller accélérer, on a 13 minutes, peut-être 5 maintenant, la stratégie de Chine est tout simplement d'arrêter l'histoire du petit colis. Donc là, on a un problème, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir des méga entrepôts en Pologne. C'est des hectares d'entrepôts. Comme ça, et certes, ils seront soumis non plus à la taxe petit colis, mais à la TVA. Mais il y a une espèce d'autoroute. Bon. Alors, comment on lutte? Donc, la taxe à 5 €. Deuxième chose, parce qu'on n'aura jamais les agents du service public dans tous les pays en nombre suffisant. Eh bien, aujourd'hui, quand vous prenez un conteneur en Roissy et que vous prenez un pays non conforme sur les douanes, non conforme sur la sécurité, eh bien, c'est le seul produit lui-même qui est réputé non conforme. Demain, avec le passeport numérique du produit, le produit est réputé non conforme, donc je sais pas quoi, un meuble, les fameux matelas enroulés eh bien, avec le passeport numérique produit et les databases européennes, et je félicite la France, je me suis battu pour, et l'autorité douanière européenne, il y aura des databases européennes. Le produit est non conforme en France, contrôlé par la DGCCRF, il apparaît non conforme. L'ensemble des douanes et des autorités de contrôle de la sécurité des produits, il est réputé non conforme. Deuxième instrument, et comme ça on ne sera pas trop technique, l'inversion de la charge de la preuve sur la responsabilité. Aujourd'hui, Temu, Chine, etc., c'est l'histoire des poupées pédopornographiques. Ah, mais c'est pas nous on a vendu un produit, on retire le vendeur. C'est une place de marché. C'est comme si vous étiez placé dans un marché physique, il y a une contrefaçon, le placier dit il y aura plus de commerçants. Et la vérité, c'est qu'en réalité, ils commandent. C'est un peu comme sur Uber, etc. C'est les vrais employeurs. Et donc, il y a une inversion de la charge de la preuve qui est prévue dans la réforme douanière qui va rentrer en discussion.
vous êtes réputé responsable en tant que plateforme des produits défectueux. Ça change tout. Ouais, double question, Cathy Dufour. Sur ces nouvelles réglementations, est-ce qu'elles vous semblent potentiellement efficaces? Et puis sur ces contrefaçons ou ces produits non conformes, de quoi on parle? À quel point ça peut être dangereux pour les consommateurs? Alors, tous les produits ne sont pas dangereux, parce qu'il n'y a pas forcément des enjeux de sécurité sur tous les produits, mais vous prenez les chiffres, je crois, qui ont été d'ailleurs donnés hier par le ministre Papin. 700 contrôles de la DGCCRF l'année dernière, 70% de non-conformité, dont 45% de dangerosité. D'accord ? Sur le meuble, c'est le cas, on a testé des lits superposés pour des enfants, des tables allongées. C'est catastrophique. On a des risques de strangulation, on a des risques de pendaison, d'étouffement, enfin, voilà, et les produits sont parfaitement non conformes. C'est un trafic organisé. Je pense qu'il faut qu'on en ait complètement conscience. On a des produits qui contournent la réglementation, on a des plateformes qui contournent la réglementation, qui ont malheureusement toujours un coup d'avance. On met 3 € en France, c'est bon, on atterrit ailleurs et puis on fait passer la frontière. Il y a l'Europe qui va mettre la taxe petit colis. On est en train de construire des entrepôts en Pologne pour pouvoir gérer la logistique différemment. Donc il faut vraiment qu'on ait une réponse, je pense, très ciblée sur les plateformes, parce que les vendeurs tiers, ils apparaissent, ils disparaissent. Il faut qu'on ait C'est-à-dire vraiment... que la réponse technologique dont nous parlait François Calfon à l'instant, elle vous semble suffisante? C'est une brique du mur qu'il faut... une brique du mur, elle nous semble absolument nécessaire. Et je pense que le sujet de la coordination aussi, on le voit quand on s'aperçoit que d'un point de vue fiscal, il y a un problème sur la TVA. En général, nous, les produits qu'on a testés, ils étaient frauduleux sur la TVA, l'éco-contribution, la sécurité, l'information produit aux consommateurs. Bon, et les pratiques commerciales, j'en ai pas parlé, mais voilà. Donc il y a un moment... Alors, en l'état, parce que je dis l'évolution de la réglementation, mais en l'état du droit européen, on peut tout à fait taper Temu. Parce que, par exemple, il y a tout ce qui est la pratique des pratiques addictives de fausses promotions et de jeux de gaming. C'est-à-dire que si vous... moi, je me suis inscrit sur Temu juste pour voir, mais vous êtes abreuvé de réduction, de jeux... C'est du harcèlement, quoi. En permanence, et ça, au titre du sollicite votre DSA, attention. qui est la loi qui régule l'Internet et toutes ces plateformes, ils sont déjà sanctionnables. Simplement, je vais le dire avec des mots simples, la commission faisait dodo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une enquête qui était ouverte. Votre serviteur, sur l'affaire de Chine, je suis allé voir la commissaire en charge, Madame Verkunen, pendant pendant le scandale des poupées sexuelles, il y avait des informations préalables qui étaient ouvertes, aucune enquête contre Chine. Je lui dis, est-ce qu'on aura une enquête au premier trimestre? L'enquête vient de tomber. Donc, en réalité, c'est les États membres, c'est pas la Commission qui est dans un état flottant, c'est les associations de consommateurs, ce sont les professionnels qui peuvent mettre la pression sur la Commission. Et quand on regarde le moi profond de la Commission, parce que Monsieur Thierry Breton a laissé une boîte à outils pour taper très violemment ces plateformes. Pourquoi la Commission ne les utilise pas? Parce que derrière, c'est de la politique. Madame van der Leyen qui dit « Je n'ai plus le débouché américain, je veux pouvoir faire du commerce avec la Chine », voir un peu les voitures allemandes, qui sont les machines-outils allemandes, etc. Et donc, on est peu allant sur, finalement, sur l'ouverture d'enquête. On a les règlements, mais on les utilise mollement. On utilise assez peu ces lois. Et on peut le faire. Après, il y aura aussi toute une série de choses sur le contenu local. L'économie du meuble, ça peut être aussi les commandes par les appels d'offres. Donc, nous nous battons pour du Made in Europe, pour du contenu local dans les appels d'offres. Un dernier mot sur effectivement une sorte de préférence européenne qui pourrait sauver un secteur comme le vôtre, ou en tout cas le booster. Oui, bien sûr. Enfin, nous, on milite beaucoup pour le coût d'usage. Je pense que ça, c'est un point important. Enfin, on travaille sur des produits qui sont durables, qui ont une valeur d'achat bien supérieure, évidemment, à ce qui arrive de Chine et qui ne respecte pas la réglementation. Mais dans la durée, pour le consommateur, ça vaut le coup. Donc, je pense qu'on a une vraie réflexion à avoir sur le coût d'usage. Et c'est vrai aussi dans les marchés publics, avec peut-être une façon de repenser aussi les achats publics qui sont très one-shot en fonction de subventions et qui ne regardent probablement pas sur notre catégorie de produits la notion d'entretien et de durée d'utilisation. Donc là, on est dans la dimension française, achat public en France, soit de l'État, soit des collectivités locales. L'achat public, il y a une réforme pour finir d'une phrase, il y a une réforme des marchés publics, puisque c'est une législation européenne, et nous nous battons, c'est là l'autre aspect, pour qu'il y ait ce Made in Europe, qui aujourd'hui, on n'a pas le droit de discriminer par l'origine du produit. Donc, et c'est un chemin de croix, en toute laïcité, à opérer en Europe pour convaincre nos partenaires européens qui ne sont pas sur cette vision-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismarck.
Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Cécile de Normandie, la déléguée générale de l'Association française des entreprises pour l'environnement. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Cécile de Normandie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de PE, Entreprise pour l'environnement. C'est quoi EPE? Ça existe depuis combien de temps? Qui vous représentez? Alors, EPE, c'est une association qui rassemble une soixantaine de grandes entreprises françaises qui sont engagées sur les sujets de l'environnement. C'est une association qui existe depuis 1992, donc le sommet de la Terre à Rio, qui à l'époque avait généré évidemment des réactions dans le monde privé et avait conduit à la création d'entreprises pour l'environnement. Donc nous, on rassemble ces grandes entreprises. C'est les grands groupes, hein, vraiment. Donc c'est les grands groupes. Il y a à peu près 70% du CAC 40, le reste c'est au SBF 120. Donc c'est vraiment une unicité de grands groupes de taille. Ce qui veut donc dire, et on y reviendra peut-être, que c'est des entreprises qui travaillent et qui font leur chiffre d'affaires sur le monde entier, donc qui ont une empreinte internationale. Effectivement, c'est un élément important. Comment vous les aidez? C'est par un travail de réflexion, des contenus, des commissions qui les alimentent en fait en information? C'est effectivement un lieu qui se veut un lieu d'échange entre grandes entreprises où elles échangent sur ce qu'elles font. Donc, échangent entre pairs sur les bonnes pratiques, sur les choses qu'elles ont enclenchées transformationnelles dans leurs entreprises et qui marchent. C'est aussi un lieu où on peut échanger sur des choses qui ont moins bien marché. Et donc, on apprend aussi beaucoup de ses pairs quand il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Donc, vraiment un lieu d'apprentissage collectif sur les enjeux de la transition écologique. C'est aussi un lieu de travail dans lequel nous, associations, on les alimente sur les sujets émergents du moment, en lien évidemment avec la transition écologique. Et donc, on travaille à la fois sur des dynamiques sectorielles vraiment en lien avec l'environnement, donc le climat, le carbone, la biodiversité, l'eau, la santé environnementale. Donc tout ça, dans ces groupes de travail-là, on travaille avec les directions développement durable de ces grands groupes. Mais ça veut dire que vous avez la capacité, par justement vos actions, ces rendez-vous, de faire évoluer les décisions stratégiques, les choix stratégiques de ces grands groupes? Et notamment pardon, moi je suis toujours frappé par les bonnes pratiques, c'est-à-dire de se dire, ok, j'ai tel chef d'entreprise ou tel directeur ou directrice développlement durable qui me dit, tiens, ça marche, ça accélère la prise de décision. Une particularité d'EPE, c'est que c'est une association qui a aussi pour vocation d'impliquer les dirigeants de ces grandes entreprises, à la fois parce que certains sont impliqués dans la gouvernance de l'association, et donc ça veut dire quelque chose quand même, quand un dirigeant s'implique dans la gouvernance d'une association qui s'appelle Entreprise pour l'environnement. Et effectivement, ça peut donner lieu à des sources d'inspiration qui parfois se concrétisent vraiment dans la vraie vie. Je vous prends un exemple très pratico-pratique sur lequel on travaille en ce moment. C'est l'exemple des vêtements professionnels de travail en lin. Donc, dans les grandes entreprises, on toutes des vêtements de travail professionnels qui, en général, sont en coton. Le coton, c'est une culture qui est irriguée, donc qui consomme beaucoup d'eau, qui traverse le monde entier, dans des grands bateaux ou sur des routes, et qu'on ne produit pas en France. Il y a certains de nos membres, je pense à la SNCF ou à EDF, qui se sont inspirés les unes des autres pour travailler sur la mise en place d'une filière de vêtements professionnels en lin, fait en France, avec une culture, comme le lin, qui n'est pas irriguée. Voilà, ça, c'est un exemple très concret, vertueux, très bon exemple, de partage de bonnes pratiques. Finalement, tous les groupes qui ont des vêtements d'entreprise. Alors, la raison d'être de l'association d'entreprises pour l'environnement, c'est une seule planète et un monde prospère. Le mot prospère, c'est une façon de dire on n'est pas non plus là pour la décroissance. Le monde prospère, c'est une façon de dire que les transformations profondes auxquelles travaillent les entreprises, ça reste pour proposer une vie meilleure. Voilà, c'est aussi de se dire les entreprises, elles peuvent être source de solutions, de transformations positives, et donc c'est aussi cette promesse de prospérité, plus pour nous les humains, de se dire voilà, la promesse, c'est pas je fais face aux
crise et donc je suis dans le réactif et dans le renoncement et je propose que du négatif, mais je réfléchis à rendre la vie meilleure. C'est aussi ça s'applique aussi à toutes les réflexions que peuvent avoir les pouvoirs publics. Oui, évidemment, avec aussi cette idée d'une santé commune globale, le One Health Summit qui se tient début avril à Lyon. C'est un peu ça l'idée, la santé humaine, la santé de la planète et aussi, d'une certaine façon, la santé des entreprises. Tout est lié. Vous travaillez sur la préparation de ce sommet pour y faire quoi? Pourquoi il vous semble important? Alors c'est important qu'on parle aujourd'hui du One Health Summit, donc le concept d'une seule santé, qui est un concept qui est assez partagé et compris au niveau justement des pouvoirs publics. Voilà, une santé donc humaine, animale et végétale. Et finalement, c'est un concept qui peut paraître un peu éloigné du fonctionnement d'une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise peut avoir à faire avec ce concept d'une seule santé? Et en fait, la réalité, c'est que les entreprises se saisissent de ce concept-là quand elles se mettent à réfléchir la transition écologique en des termes de transition intégrée. C'est-à-dire ce que je fais, par exemple, pour diminuer mon empreinte carbone, il faut que je le réfléchisse en me disant, il ne faut pas que ça aille augmenter mon impact négatif sur la biodiversité, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Ou alors, utiliser plus d'eau et donc augmenter mon impact négatif sur l'eau. Donc, je réfléchis de façon intégrée pour prendre en compte tous les enjeux de la transition écologique. Et donc, dans le cadre de ce congrès One Health, qui est organisé par la France, dont la France a la présidence en avril, et il nous semble important et intéressant de montrer aussi de quelle façon les entreprises peuvent contribuer sur ce sujet d'une seule santé. Je voudrais qu'on parle un peu de ce contexte, effectivement, géopolitique et économique. On reviendra au backlash dans un instant, mais il y a d'abord ce contexte géopolitique est-ce qu'il faut employer le terme choc pétrolier? Il y a eu tout un débat cette semaine autour des propos du ministre de l'économie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque de ralentissement de l'économie. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle ou est-ce que ça peut aussi être un accélérateur de changement, une crise comme celle qu'on est en train de vivre, une crise énergétique? C'est vrai qu'on vit sans doute un moment de bascule, alors là, qui se concrétise vraiment très fort ces jours-ci avec le blocage du détroit d'Ormuz, mais qui est en réalité enclenché depuis quelques mois, je dirais peut-être depuis l'élection de Donald Trump, pour trouver une date de début à cette bascule. Depuis 2015, depuis l'accord de Paris, les entreprises, elles sont engagées dans la transition écologique pour des questions climatiques. Depuis peu, le contexte géopolitique qui s'impose fait que pour beaucoup d'entreprises, on s'engage dans la transition écologique aussi pour des questions de souveraineté, c'est-à-dire je dépends d'une énergie carbonée qui ne passe plus par le détroit d'Ormuz, donc je suis obligée de décarboner mon entreprise, mes usines, donc aller vers de l'électrification propre. Donc, alors chez nous en France, quand on électrifie, on a de la chance. On a de la chance. C'est une électricité décarbonée, mais ça passe aussi par des énergies renouvelables. C'est une des questions de compétitivité. Quand je dépends, par exemple, de plastique, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, il y a aussi beaucoup de produits chimiques qui sont bloqués par le détroit d'Ormuz. Donc, je pense au plastique, je pense à tout ce qui permet de fabriquer les engrais. Évidemment, ça accélère des changements qui sont rendus nécessaires par ces questions aussi de compétitivité, puisque les prix explosent. Et pour vous prendre l'exemple du plastique, très concrètement, ça veut dire est-ce qu'il faut que j'accélère sur le recyclage du plastique? Parce qu'on voit bien que il y a parfois des événements géopolitiques qui bloquent complètement les process. Et donc vous, alors c'est sûrement trop tôt pour le dire, mais on peut prendre alors là on a le recul, on peut prendre la crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a déjà provoqué une crise inflationniste, une crise sur l'énergie. L'accélérateur de changement, vous l'avez vu à l'œuvre dans les grandes entreprises que vous représentez à ce moment-là? Ce qui a été très notable au moment de la crise ukrainienne, c'est qu'effectivement, là, pour des questions vraiment de coûts, tout ce qui a été engagé sur les travaux d'efficacité énergétique, c'est-à-dire je consomme moins d'énergie parce que ma facture explose, ont été extrêmement mis en avant et développés plus vite de ce fait-là, parce qu'on va chercher les fuites de chaleur, les fuites les inefficacités dans le fonctionnement des usines, et ça a un effet vertueux sur le climat immédiat et sur la facture d'électricité immédiatement aussi.
Je vais vous citer pour parler du backlash. La majorité silencieuse n'est pas du tout dans le backlash. Nos membres, qui représentent les plus grandes entreprises françaises, sont même plutôt moteurs. Important de réenchanter le récit, ça on pourra en parler, pour montrer le rôle positif des entreprises dans la transition écologique. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Le rôle des entreprises pour trouver de nouveaux récits et sortir du tout anxiogène, on va dire, c'est assez évident. Mais quand même, ce retour de bâton, ce backlash, il est réel. Par exemple, pour les grands groupes qui travaillent aux États-Unis, comment ils font aujourd'hui ? C'est pas forcément ce que je constate. Ouais. En réalité, alors c'est vrai que les membres d'EPE sont des très grands groupes. Donc quand on engage une transformation dans un très grand groupe, on engage du coup des investissements, on engage des équipes. Et en fait, on change pas de cap tous les 6 mois parce qu'il y a une déclaration politique qui viendrait amoindrir. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que les transformations qui sont engagées, elles sont poursuivies, que les investissements, ils continuent de se faire, qu'il y a 70% des entreprises qui déclarent vouloir poursuivre et augmenter leurs investissements dans la transition écologique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles gomment certains mots de leur communication ? Donc ce backlash, effectivement, il peut se caractériser de façon effectivement très, très concrète sur les entreprises qui travaillent aux États-Unis par une modification très profonde de leur vocabulaire. Donc voilà, il y a des mots bannis, des mots comme climat. Voilà, tout simplement, on ne parle pas de climat, on ne parle pas de changement climatique. Donc, on remplace par des mots qui passent les fourches codines de l'administration. Mais néanmoins, les changements opérés continuent de se faire. Ça veut pas dire qu'il y a un changement de politique, il n'y a pas un changement de stratégie. C'est plus quoi, une espèce de cosmétique sémantique. Il y a une cosmétique sémantique et il n'y a pas de changement stratégique majeur. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de souveraineté et de compétitivité, mais aussi pour des raisons, je dirais, très concrètes de sécurité physique. Parce qu'en fait, le changement climatique dont on parle tant, vous et moi, mais c'est pareil pour les entreprises, elles en voient les effets en réalité dès aujourd'hui. Quand on parle d'inondations, quand on parle de sécheresse, quand on parle de tempêtes, ça veut dire des usines qui se ferment, ça veut dire des gens qui ne peuvent plus aller au travail. Et donc tout ça fait que ce changement climatique s'imposant, les stratégies des entreprises pour s'adapter, cette fois-ci, au changement climatique, elles sont également en cours. Oui, mais on est dans une concurrence entre continents. Et donc, dans le même moment, l'Europe, elle freine aussi sur ses ambitions environnementales. Le Green Deal, le Pacte vert, il est un peu détricoté sur un certain nombre d'enjeux, d'ambitions. Est-ce que ce n'était pas justement le meilleur moment pour afficher plus d'ambitions environnementales ? L'Europe, avec la CSRD, puisque c'est un peu de ça dont on parle là, ça c'est le bilan extra-financier. Pas seulement, il y a aussi, pardon de vous interrompre, mais il y a aussi par exemple l'objectif 2035 sur la fin des ventes de véhicules thermiques. C'est aussi un vrai coup de frein. Et l'ambition de l'Europe, ça a été quand même longtemps d'avoir ce coup d'avance. Oui. Et d'être moteur. Oui. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la Chine se met à faire quelque chose qui ressemble de très près à la CSRD européenne, finalement, et que donc, quand même, ce rôle moteur sur des ambitions mondiales à la hauteur des enjeux, il peut être réel, et évidemment qu'il faut pousser en ce sens, puisqu'on voit bien que ça peut emporter ses effets. Et je dirais par ailleurs que la Chine est aujourd'hui le leader mondial en termes de transformation écologique de son économie et de ses entreprises, et de très loin sur certains aspects. Quand on parle du photovoltaïque, quand on parle de la voiture électrique, justement, la production des batteries. Et donc, nécessairement, ça doit nous interpeller. Ça doit nous questionner. Alors, on va consacrer un chapitre important aux questions de l'eau, aux enjeux hydriques. En quoi ça devient vraiment une question stratégique pour les entreprises que vous représentez, pour la continuité de leurs activités ? Les sécheresses de 2022 et 2023 en France, qui ont conduit à des arrêtés préfectoraux, des arrêtés sécheresse, donc ça veut dire... j'arrête certaines activités qui consomment de l'eau parce que j'en ai pas assez pour tous les usages, ont été pour beaucoup un déclencheur quand même d'une réalité hydrique qui n'était pas forcément complètement touchée du doigt dans nos géographies tempérées. Mais c'est vrai qu'on a eu des arrêtés sécheresse, y compris en Normandie quand même. Donc, voilà, c'est des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir nous arriver, en tout cas pas si vite.
Et pour beaucoup d'entreprises qui dépendent de l'eau pour leur process industriel, pour leur capacité de fabrication et de production, ou par exemple pour une centrale nucléaire pour refroidir ces réacteurs nucléaires, c'est nécessairement un enjeu qui est aujourd'hui nécessaire à prendre en compte. Et finalement, la question que doivent se poser les entreprises et qu'elles se posent, c'est pas combien aujourd'hui me coûte mon mètre cube d'eau que j'ai, c'est combien va me coûter le mètre cube d'eau que je n'aurai pas. Donc le jour où je n'ai pas ce mètre cube d'eau qui me manque, quel coût ça a pour mon entreprise? Et ça peut vouloir dire pour certaines entreprises éteindre une usine. Éteindre une usine, vous imaginez toutes les conséquences que ça a, ne serait-ce que pour la rallumer en termes de consommation justement énergétique, mais d'arrêt tout simplement de l'activité de l'entreprise. Donc cette question de l'eau, elle est très prégnante de ce point de vue-là pour les entreprises. Il y a aussi des questions de qualité de l'eau qui sont aussi avec des enjeux quelles solutions qui sont déjà enclenchées ou sur lesquelles vous réfléchissez? Il y a des solutions technologiques qui sont déjà existantes ou à l'étude de sobriété d'utilisation de l'eau. Je pense notamment à des solutions de réutilisation en circuit fermé de l'eau dont l'entreprise, dont l'usine a besoin. Ça, c'est des innovations technologiques. S'inspirer de ce que font nos voisins des pays du sud de l'Europe, notamment. Absolument. L'Espagne étant déjà confrontée à une crise majeure hydrique, qui sont effectivement très avancés sur ces technologies-là. Et on a en France, par ailleurs, des champions de l'eau qui ont des tas de solutions technologiques à apporter. Et il y a aussi une réflexion à avoir sur comment je finance ces transformations-là. Donc, toute une réflexion intéressante et importante que mène le secteur bancaire en France. Alors, il y a une tradition dans cette émission. L'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle qui va lui succéder. La semaine dernière, c'était Véronique Faujour, qui est la secrétaire générale de Crédit Agricole SA. Elle est également déléguée générale de la fondation Grameen Crédit Agricole. On l'écoute. Bonjour Cécile, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-il important d'intégrer la dimension sociale dans la transition écologique ? Merci pour cette question fondamentale qui est au cœur des enjeux et de la réussite d'un projet de société qui fonctionne. La transition écologique est un facteur d'exclusion supplémentaire. Et ça, c'est important de le dire, de s'en rendre compte. C'est plus difficile de passer d'une voiture diesel à une voiture électrique quand on est dans une situation d'exclusion de la société. C'est plus difficile de manger bio, c'est plus difficile d'isoler son logement et de ne pas subir les fortes chaleurs. Donc la dimension sociale et la notion de transition juste, elle est fondamentale pour que ce projet de société il puisse avancer. Les entreprises, elles ont un rôle dans cette transition juste. C'est évidemment un rôle partagé avec les pouvoirs publics, c'est indéniable. C'est peut-être d'abord les pouvoirs publics au niveau français et européen d'ailleurs qui ont tardé, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, tardé à intégrer cette dimension sociale aux enjeux environnementaux. C'est indéniablement eux qui peuvent donner des impulsions très fortes. Néanmoins, les entreprises, elles ont aussi un rôle à jouer parce que déjà une entreprise, c'est des salariés. Alors chez EPE, avec des grandes entreprises, c'est des millions de salariés dans le monde qui sont chacun à son niveau un acteur de changement potentiel. Qui sont des acteurs de changement ou des acteurs qui subissent le changement. Et donc l'entreprise, elle peut agir vis-à-vis de ses salariés dans la prise en compte du changement climatique, des fortes chaleurs. Par exemple, comment j'adapte les horaires de travail quand il fait très chaud. L'entreprise, elle peut aussi avoir un rôle sur la prise en compte et le développement de nouveaux parcours, de nouveaux métiers. Quand on parle de nature et donc d'espaces verts et de renaturer certaines zones abîmées, il faut des gens qui vont planter des arbres, tailler des haies, enfin tout ça. Donc ça, c'est aussi développer des filières pourquoi pas, d'insertion professionnelle sur ces secteurs-là de la société. Donc c'est développer l'insertion professionnelle, développer les nouveaux emplois, accompagner les parcours professionnels de ses propres salariés vers les nouveaux emplois. Et puis, c'est aussi être source d'inspiration et de solutions qui soient accessibles à tous dans le cadre de cette transition écologique. Dans la question de Véronique Faujour, sur cette dimension sociale, moi, j'entends aussi
la question de l'acceptabilité de la transition ou de la transformation environnementale. C'est vrai que ça ne se pose pas pour tous les secteurs, mais si je pense évidemment au secteur de l'éolien, c'est une vraie question qui s'est posée, qui se pose encore. Est-ce qu'on n'a pas su trouver les mots, souvent ? Il y a une question de narratif, effectivement. Quelle histoire on raconte pour embarquer tout le monde. C'est fondamental. Il y a eu beaucoup des narratifs par la négative, des narratifs qui peuvent faire peur. Il y a un enjeu important à embarquer sur des narratifs beaucoup plus positifs et des narratifs qui disent on vit un moment de changement, on vit un moment de bascule. Très certainement, on rentre dans une nouvelle ère, finalement. Je ne sais pas comment elle s'appellera. Et cette nouvelle ère, elle peut être aussi la promesse, encore une fois, d'une vie meilleure, d'une vie avec moins de pollution de l'air, plus de nature. C'est des promesses qui peuvent aussi embarquer beaucoup plus largement. Cette question du narratif, elle est très importante à l'échelle des entreprises pour embarquer toute leur chaîne de valeur, c'est-à-dire leurs fournisseurs, leurs clients, évidemment leurs salariés, et puis aussi les dirigeants. Mais parfois, elles hésitent à communiquer sur ce qu'elles font bien. Parce qu'elles ont peur d'être attaquées. On ne peut pas tout faire bien quand on engage une transformation environnementale ou sociétale. Il y a effectivement cette réticence parfois à parler des mutations positives ou des externalités positives d'une entreprise. Oui, et pourquoi ? C'est vrai que l'entreprise, elle est très concentrée pour diminuer ses impacts négatifs. Diminuer son impact carbone, diminuer son impact sur la biodiversité, consommer moins d'eau. Donc tout ça, c'est évidemment fondamental. Et elles sont engagées à le faire. Elles prennent des engagements publics pour le faire. Mais elles ont peur d'être attaquées sur ce qu'elles n'ont pas encore fait si elles communiquent, c'est ça ? Et c'est vrai qu'en parallèle de ces actions-là, elles engagent évidemment des transformations qui contribuent positivement à la transition écologique. Il peut y avoir des éléments régénératifs même. Des éléments régénératifs, absolument. Ouais. Ou c'est vrai, pour prendre l'exemple du train, par exemple, une nouvelle ligne de train, ça contribue quand même à l'impact négatif carbone de l'entreprise, puisque pour construire une ligne de train, on va avoir besoin d'acier, on va couper des forêts en deux, en tout cas, donc ça va perturber les corridors des animaux qui vivent dans cette forêt, ça va détruire de la faune et de la flore, voilà, ça a des impacts négatifs. Donc qui sont publics et qui sont mesurés, et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on peut aussi réfléchir en se disant, mais cette ligne de train, notamment par exemple, pour prendre l'exemple du fret, combien de camions en moins sur les routes, la réalité, c'est que c'est 50 fois moins d'impact carbone qu'un camion sur une route, de le mettre sur un train. 50 fois moins, c'est pas 2 fois moins. C'est de 50 tonnes, je passe à 1 tonne. Donc ça, c'est évidemment une contribution positive quelque part. Donc comment on peut en parler, comment on peut la mesurer, ce sont des sujets importants et intéressants à traiter, notamment en collectif avec les entreprises. D'ailleurs, vous travaillez là-dessus, vous avez dirigé une enquête qui révèle comment les entreprises pilotent leurs impacts environnementaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut construire des outils justement pour évaluer cet impact et pouvoir en parler, pouvoir communiquer après ? Ce qui est intéressant à ce stade, c'est effectivement de comprendre comment les entreprises mesurent cet impact positif pour celles qui le mesurent, comment elles mesurent cette contribution positive, qu'est-ce qu'elles en font. Alors, est-ce qu'elles la communiquent à leurs financeurs ? Parce que voilà, c'est aussi une façon intéressante de regarder le sujet, c'est de voir comment les banques, les assurances peuvent être intéressées et se mobiliser sur cette question de la contribution positive, de ce qu'elles vont financer. Et donc, la EPE engage effectivement tout un cycle de travail sur ce sujet-là. Ouais. Il nous reste 2 minutes 30, on va terminer par un thème important qui est l'intelligence artificielle. J'imagine que vous y réfléchissez aussi au sein de votre association. Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'IA, alors je vais dire frugale par exemple, ou en tout cas un moyen, un levier pour réduire son impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a une course mondiale,
peut-être que cette question-là, on ne se la pose pas suffisamment. Et cette question-là, elle est centrale parce qu'en fait, la question de l'IA, ça a presque pris le pas sur toutes les autres questions. Parce que ça va très vite, parce que les enjeux sont énormes pour les entreprises de mettre en place au bon moment et aux bons endroits les bonnes technologies d'IA. Et c'est vrai que l'IA peut être extrêmement positive pour la transformation écologique parce qu'elle peut amener énormément de solutions. Je pense par exemple à la détection des fuites d'eau sur un réseau d'eau que l'IA permet de faire de façon incroyablement efficace. Mais elle a des impacts qui sont aussi extrêmement négatifs et je pense à la consommation d'énergie qui est très importante pour les data centers. Je pense à l'impact foncier parce qu'il faut mettre ces data centers sur du foncier. Et je pense à la consommation en eau, on y revient, mais pour refroidir ces systèmes-là, il faut beaucoup d'eau. Et donc la réflexion autour des impacts de l'IA, elle est centrale et elle est effectivement prise en compte par les entreprises qui s'y mettent, avec toute la difficulté aussi de bien mesurer ces impacts, d'accès à la donnée de l'impact de l'IA aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut le faire tout seul ? Vous voyez ce que je veux dire ? Un chef d'entreprise qui décide de parier sur une IA frugale, où est-ce qu'il la trouve ? Oui, c'est pas si simple, quoi. S'il n'y a pas un mouvement à minima français ou européen, est-ce qu'on peut y arriver ? C'est un sujet compliqué, c'est intéressant de le traiter en collectif, c'est aussi pour ça qu'on en parle chez EPE, parce que on rassemble 61 membres et ça permet de réfléchir de concert, parce que c'est un sujet qui touche les entreprises, mais qui va marcher sur 3. C'est comme un tabouret, il faut 3 pieds. L'entreprise, oui, les pouvoirs publics et aussi les citoyens consommateurs. Se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser l'IA pour cette tâche particulière. Merci beaucoup, Cécile de Normandie. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Camille Decreux, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Fier, que vous avez créé en 2022. C'est quoi Fier ? Comment l'aventure a commencé ? Alors Fier, c'est une marque qui a pour vocation de commercialiser des produits qui sont tous fabriqués par des personnes en situation de handicap. C'est une marque associative, donc avec un modèle économique un peu particulier. On reviendra peut-être dessus. Et en fait, l'idée nous est venue. Donc moi, je travaillais. On est 4 cofondateurs. On travaillait tous dans un grand groupe agroalimentaire américain. Et il y a un de nous 4 qui a une fille trisomique qui travaille dans un ESAT, qui est donc une structure adaptée qui permet de faire travailler les personnes en situation de handicap, et qui nous expliquait l'impact qu'avait l'activité sur sa fille, et notamment le manque d'activité, plutôt. Et en fait, ces structures-là avaient des difficultés à trouver des débouchés pour ce qu'ils produisaient. Et donc, on s'est dit, en fait, ce qu'on fait, nous, pour un grand groupe américain, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour des personnes juste à côté de chez nous qui en ont besoin et qui ont des difficultés à avoir cette compétence-là. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Et alors, donc, la gamme de produits, c'est quoi ? Et puis ensuite, on va essayer de comprendre où et comment ils sont fabriqués. Alors, aujourd'hui, on a une trentaine de produits qui sont des produits d'épicerie. Donc, on a de la confiture, on a du café, on a des chouchous, on a des houmous, enfin on a plein de choses. Des boissons aussi. On a aussi lancé des boissons là, tout récemment. Et donc c'est des produits à chaque fois qui sont fabriqués dans une dizaine d'ESAT ou d'entreprises adaptées par des personnes en situation de handicap un peu partout en France. Donc on a des produits qui sont fabriqués en Bretagne à côté de Rennes, d'autres qui sont fabriqués à côté d'Agen, d'autres qui sont fabriqués à Calais. Enfin voilà, c'est l'idée vraiment de la démarche, c'est de pouvoir regrouper tout ce qui est fait par ces structures, peu importe où. Oui, avec donc cette dimension d'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise qui rentre dans ses statuts, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors on a vraiment voulu pousser le modèle parce qu'on s'est dit, c'est bien de créer une marque comme ça déjà. Alors c'était déjà une première difficulté, mais on a voulu s'en rajouter une deuxième, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait créer la première marque sans but lucratif en grande distribution. Donc en fait, tout appartient à une association, un fonds de dotation, tout appartient. Donc rien ne nous appartient, nous, à titre personnel. On n'a pas d'actionnaire ni rien à rémunérer. Et ça faisait aussi partie de nos envies de prouver qu'il y avait un autre modèle économique qui était faisable et qui pouvait être pérenne aussi dans le monde de la distribution. Alors justement, on va essayer de le comprendre, ce modèle économique. Déjà, ces ateliers de production, ces ESAT, ils récupèrent une partie d'un pourcentage de la vente, j'imagine. Ah oui. Ouais, en fait, nous, toute notre mission, c'est déjà, on a un engagement de transparence totale sur la répartition de la valeur. En fait, tout notre travail est là, nous, de toute façon. C'est du consommateur au producteur, tout le monde peut savoir qui gagne quoi. Nous, sur un produit, sur un pot de confiture ou un paquet de café,
Fier, en tant que structure, on prend 7% du prix de vente qui nous permet de payer les coûts de fonctionnement, les coûts logistiques, etc. Et en moyenne, il y a plus de 60% du prix de vente qui retourne directement à l'ESAT ou l'entreprise adaptée qui produit. Ensuite, il y a la logistique, il y a la rémunération du magasin, etc. Mais il y a au minimum 60%. Donc, c'est vraiment un modèle qui est inversé par rapport à ce qui se fait dans le monde de la grande distribution, où en général, le producteur ou la cause est plutôt minoritaire dans la répartition de la valeur. Ouais. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéfices dans une entreprise comme la nôtre, ou alors s'il y a des bénéfices, ils sont forcément redistribués. Redistribués. Donc nous, la société commerciale qui est 100% détenue par une association, en fait, tous les bénéfices remontent dans l'association qui doit les redistribuer par essence et contrainte juridique, mais on est ravis de le faire en tout cas. Ouais. Mais voilà, donc c'est vraiment le modèle circulaire, on va dire. Alors, où en est la marque 4 ans après sa création, elle est distribuée comment et comment elle touche les consommateurs surtout. Alors en fait, tout notre enjeu, nous, c'est d'être une marque grand public. On veut surtout pas être une marque spécifique à impact, etc. On se dit que le meilleur moyen d'avoir justement une action qui est utile pour le plus grand nombre, c'est d'être une marque du quotidien. Donc on a voulu commencer par la grande distribution. On est aujourd'hui dans un peu plus de 1500 supermarchés en France. Partout en France, et ça c'est pour le coup on en est plutôt fiers. C'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Donc on est dans quasiment toutes les enseignes de la grande distribution française. On peut nous retrouver à Nice comme à Calais. Et elle trouve son public, cette marque. Et en fait voilà, alors on est une toute petite marque dans un univers de grands groupes, et forcément on n'a pas les mêmes moyens que d'autres grandes marques pour faire de la communication, etc. Mais en fait ça prend du temps, et c'est aussi notre enjeu, c'est d'apprendre à la grande distribution, parce qu'on a commencé avec ça, que y a des projets sur lesquels il faut prendre le temps. Et c'est vrai que c'est difficile dans un monde qui va très vite, notamment le monde de la distribution, de leur dire en fait, avec Fier, vous pouvez pas avoir les mêmes règles du jeu qu'avec tout le monde, parce que en fait, tout va moins vite, la production va moins vite, et aussi la distribution va moins vite. Donc, tout notre enjeu est là, en tout cas, c'est de petit à petit se faire connaître, mais de prendre le temps de bien le faire. Et ben voilà, merci beaucoup Camille Decreux. Peut-être que cette interview donnera des idées à pas mal de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Bon vent à Fier. Fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.